Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mieux que moi à la technique. La semaine dernière et les épisodes précédents, on avait fait le courrier des lecteurs, il y avait une sorte de suite logique dans nos différentes émissions. Et aujourd'hui, j'avais le désir de faire une émission sur les voyages de Pierre, ce qui lui donnait pas particulièrement envie de participer, enfin, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, lors de la mise en place des micros et de la technique, on a eu un problème qui a duré quasiment 3/4 d'heure et qui nous a empêchés de pouvoir démarrer l'émission. Et ça m'a pas mal frustré. Et à la fin, on s'est rendu compte que le problème venait d'un simple oubli de ma part. Et ça a généré chez Pierre le désir de faire une émission sur un tout autre sujet. Et déjà, comment vas-tu, Pierre ? Bien, moi ça va. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être ma sanction. Ah, et oui, parce que mes voyages, bon, je suis familier de mes voyages. C'est pas ma passion non plus aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses et on en parlera, comme tu dis, un jour. Mais ce qui vient de se passer, en termes d'actes manqués, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est la réalité que nous sommes. C'est pas que un aspect technique. Et dans le fond, ce que tu vas le dire sans réaliser que tu le dis. C'est-à-dire, tu as oublié quelque chose. On pourrait penser que c'est un oubli, mais c'est pas un oubli. C'est une intention. Une intention de dire une chose. Si tu as une intention de dire quelque chose, l'être à propos de quelque chose, c'était une des théories d'Heidegger, l'être pour quelque chose, eh bien c'est que tu le refoules et tu le dis pas. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir, de lever le refoulé et de penser en termes de naturel, je veux dire, c'est-à-dire nous avons nous sommes faits d'émotions. Oui. Il y a des choses que l'on vit très très mal parce que ça nous instabilise. Et tu as vu quand même que tu t'en es pris à la technique. Oui. C'est-à-dire tu as modifié les conditions techniques. Et tu t'es aperçu qu'il manquait un fil. Tout simplement. Tout simplement. Mais c'est pas le fil qui manque. C'est que tu as voulu dire quelque chose. Et qu'il faut le prendre en considération. Et ce qui est étonnant, c'est que la problématique technique, elle t'imposait à toi d'avoir une voix extrêmement faible. Oui. Et alors que j'avais voulu faire de cet épisode le sujet de ta vie, en quelque sorte, et le personnifier, que quoi qu'il arrive, Oui. quoi qu'on ait pu faire, Oui. et quels que soient les tests qu'on ait pu mettre en place, ma voix était toujours audible et la tienne jamais. Oui. Et on a eu beau changer les micros, on a eu beau changer tout ce qu'on voulait, il n'y a rien de tout ça qui fonctionnait. Et toi, tu m'as dit que c'était forcément un signe, qu'il fallait pas qu'on s'engouffre dans ce sujet-là. Et moi, j'ai essayé de persévérer dans une forme de frustration et une forme de colère. Oui. Parce que j'ai crié à l'injustice. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire, il y a quelque chose dans ce que j'ai dit, probablement hier, que tu veux... ma voix, tu veux baisser ma voix. Et c'est-à-dire enlever une puissance à des paroles que j'ai dites. Je pense, parce que moi, j'étais frustré qu'on n'entende pas ta voix. Oui. Mais toi, ça, consciemment. Parce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'on l'entende pas comme d'habitude. Oui. C'est pas, tu l'as pas effacé, merci Hugo, c'est sympathique. Mais tu as voulu affaiblir la portée de ma voix.
Alors je pense, hein, c'est une Oui. hypothèse, que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé. Tu penses? Ou dérangé, blessé, c'est peut-être un mot excessif, ou dérangé. Et j'ai une petite idée, Et tu penses que ça a eu un rapport avec la discussion d'hier, oui, notamment sur la notion de paternité? oui. Et le rapport avec l'enfant, puisque c'est quelque chose à laquelle on tient, toi et moi, Mhm. l'enfant qui pleure en soi, le rapport à cet enfant, par rapport à un principe d'éducation. Mhm. Et je me suis dit hier en te disant, mais ça bouscule complètement l'idée, pas que pour toi d'ailleurs, la notion d'éducation, c'est quand même une notion normative qui fait que l'être de l'enfant dépend de la forme qu'on veut lui imposer. Et dans le fond, dans ma façon de voir les choses, je te dis, ce qui est précisément la grande question de la question de l'éducation, c'est-à-dire, je dis, si on veut le blesser et en faire quelqu'un potentiellement d'asocial ou dans sa relation à l'affectif, dans lequel il vivra la vie peut-être de tout le monde, eh bien on en fait un handicapé parce qu'il a en lui ce qu'il gardera, c'est-à-dire que comme il n'a pas les ressources de conduire sa vie. Mhm. C'est-à-dire, il dépend de toi pour faire ce qu'il faut faire ou ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est une perte d'autonomie fondamentale. Et te connaissant, quand on en a juste parlé, bon, c'était juste un échange. Mais j'y ai pensé hier soir, je me suis dit, mais ça bouscule tout. Ta vision des choses, l'idée de la force, l'idée de l'éducation, comment doit se comporter un père, etc. Tu vois où je veux en venir. Oui, oui, oui. Comment doit se comporter un père. C'est-à-dire, ça prouve que toi, tu te situes même dans ton rapport au père et à la loi du père comme devant obéir à un principe d'éducation qui t'a été imposé d'une manière forte, comme quoi tu n'étais pas exactement comme il fallait être. Et c'est la condition, c'est pour ça que mon idée que c'est la condition de la relation fait que même si on disparaît et on meurt dans un principe, dans le principe de l'objet que l'on devient, ça fait rien, comme de mourir et ce qui va valoriser la loi du Père, on ne veut pas quitter la relation. Il s'agit bien d'une intentionnalité dont parlait Brentano, qui était le professeur de Freud, de tout ça, et d'autres. Mais il avait cette idée de ce qu'avait de fondamental l'intentionnalité. Oui. On est un acteur. Et l'acteur émotionnel, c'est de pouvoir, la colère que l'on a vers celui qui vous a dit qu'on n'était pas comme il faut, eh bien de pouvoir la transférer dans les idéos grecs, les idées, les idéologies, ou de la transférer dans sa colère. Il y a des mille façons de la Mhm. transférer sur l'autre ou sur les autres. Oui. Mais ce que je dirais, c'est que hier, ce que je défendais comme hypothèse, c'était la notion de cadre et de structure, non pas interne à l'enfant, dans l'idée de lui transmettre une morale, mais dans l'idée de lui offrir un environnement dans lequel exprimer Oui, son libre ouais, arbitre. Et même ouais, dans ce ouais, contexte-là, tu ouais, remettais cette ouais, idée-là en question. Donc c'était ouais, l'opposition de la ouais. structure face au laisser-vivre. Oui, c'est-à-dire on le fait toujours pour le bien de l'autre. On connaît les idéologies, qu'elles soient d'un parti ou d'un autre, c'est toujours, Mhm. heureusement qu'on arrive en justicier, qu'on va réformer le monde et apporter de l'amour à tout le monde. On sait ce qu'il en est. Quand on regarde l'histoire, c'est toujours au nom de très bons sentiments et d'idéologies très élevées que l'on va mettre en place une barbarie évidente. Et je pense que c'est d'ailleurs à travers la philosophie d'Heidegger, par exemple, et je parlais de Brentano qui a été à l'origine de cette pensée-là, il y a eu, que ce soit Freud, Marx, etc., il y a eu une évolution au XXe siècle de la pensée que certains pensent fondamentalement aujourd'hui. Moi, je pense que la pensée médiévale, dans le fond, et de l'action de Jacques Fournier, qui était le grand inquisiteur, etc., n'est pas si éloignée. Et si on regarde le XXe siècle, il n'y a pas de quoi se réjouir d'une supposée évolution de la pensée. Mhm. Ces deux guerres mondiales et des tragédies
partout où cette disparition de l'homme est éclatante. Mais du coup, si on n'offre pas une structure à l'enfant, la vie de la société des hommes va finir par lui imposer une autre forme de structure, et il n'aura pas eu l'occasion d'avoir déjà été aguerri à l'idée d'être dans une structure pour s'en émanciper aussi, finalement. Parce que... Mais c'est là que la chose ne va pas. C'est que sa ressource, déjà, c'est soi. Et on sous-entend qu'il porte pas en lui-même tout ce qu'il faut pour faire de lui, dans l'être, quelqu'un de puissant. La vérité, heureux les doux car ils posséderont la terre, c'est-à-dire dans la vérité, dans la réalité, c'est cette confiance en lui-même qu'il porte en lui-même toutes les réponses à la difficulté d'exister, qui lui donnera cette force-là, qui n'est pas basée ou sur la haine ou sur la colère. Le point de vue que tu as, c'est le point de vue que nous pouvons avoir tous les deux, et c'est le point de vue de comment se défendre face à la violence des hommes. Et c'est notre point de vue parce que nous avons été, au nom de l'éducation, contestés dans notre être. Et la disparition de l'être dans le principe ou les idées, c'est ce que nous avons subi et perdu de nous-mêmes à cause de la violence qui n'est pas toujours volontaire. Du père et de la mère revient cette imprégnation de l'Oedipe qui nous fait répéter cet argument. Il faut être dans une certaine norme éducative pour être de quelqu'un comme il faut. Et surtout, tu te rends compte de ce que tu viens de dire, surtout avoir les moyens de se défendre d'un monde violent parce que tu transmets un savoir, une connaissance et ce qu'il est bon de faire pour ton enfant. Je pense que tout ça pour dire... Hein, que j'ai juste pas branché le bon câble. Voilà, mais que ça t'avais pas envie d'entendre ça, hein, puisque toute ta justification dans ton propre rapport au père et à la loi du père, c'est de te dire, je vais dire à mon père que il peut avoir un autre regard sur le rapport qu'il a eu avec moi et qui a été un rapport blessant. Il faut qu'il comprenne qu'il y ait des manières de se comporter différentes, qu'on appelle l'éducation, qui t'a permis, toi, de t'en sortir d'une certaine manière et qui permettra à ton enfant de s'en sortir. Tu pars de principe que tu ressembles à ton père, ce qui peut arriver je suppose que c'est un homme comme les autres, mais je veux dire, le mal, je dirais, il est dans cette idée d'imprégnation dans une contestation de l'être chez l'enfant, parce que tu pars du principe que dans l'être que tu as connu, que nous connaissons tous, il est le principe de la vie, eh bien il y a quelque chose qui ne nous permet pas de répondre à la violence des hommes et du monde et l'exigence de cette violence. D'autres diraient, tu vois, mon fils ou ma fille travaille à l'école, il faut que tu aies de bonnes notes, qu'il fasse des études, etc., etc. Et comment faire quand ils se retrouvent démunis face à l'impératif de vivre en collectivité, si tu leur as même pas donné cette indication-là, bien que tu n'y crois pas toi-même? Pourquoi ils se trouveraient démunis? Et mon idée, c'est qu'il n'est pas du tout démuni tant qu'on n'a pas contesté sa puissance dans son être, pas dans la chose qui est une perversion et quelquefois une mutilation de l'être, mais une suspicion qu'il n'a pas en lui, dans l'être, et dans cette fragilité de l'être, les moyens de répondre à la violence, à la complication, à l'exigence sociale, politique, etc. Il y a plein de choses auxquelles il va être confronté, comme tout le monde. Et c'est ça, c'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, c'est tout le sens des béatitudes, à quel point ce regard et cette acceptation en soi de la fragilité, de la vulnérabilité de l'être nous donne une force. Et ce qui nous a affaiblis et mutilés, c'est bien la suspicion par rapport que notre fragilité, que nous considérions comme une ennemie, est en fait une force inouïe, et que ça a été par ceux qui prétendaient nous aimer
la contestation de cette fragilité, pour ce qu'elle évoquait en eux-mêmes de leur propre fragilité, qui nous a énormément handicapés et affaiblis face aux grandes questions du monde. Tu le remarques, hein? Je ne sais pas, il suffit de regarder les politiques à la télé, les universitaires. Le langage est insupportable de médiocrité. Et de certitude. Et de certitude. Mais si tu dis à ton enfant, si tu sens qu'il se pose des questions, si tu dis la vérité, c'est que toi, tu t'en sors, mais avec difficulté. Lui, il dit, tiens, papa, il se bat pour lui-même et ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas comme il faut, mais qu'il est avec moi parce que mon combat, dans certaines... Eh ben, le même... bon, je t'en parle, avec des mots, c'est facile, hein, je ne l'ai jamais fait, mais avec des mots, c'est facile. Mais je pense que justement, la réhabilitation de l'être, quand dans le regard, et c'est curieux parce que je te parlais, dans le fond, de toute la spéculation médiévale, mais d'une certaine manière, en Italie, à la même époque, il y avait Giotto, Fra Angelico, et Guccio. de l'atelier de Guccio, il y avait une dynamique artistique et de création qui reconnaissait dans le regard, et comme par hasard, dans la naissance des franciscains, et qu'est-ce qu'était Saint François, sinon ce dépouillement de soi, de l'argent, de l'orgueil, puisqu'il s'est mis tout nu un soir de fête religieuse pour rendre à son père tous les vêtements, quand il lui a dit, son père, tout ce que tu as sur le dos, eh bien c'est moi qui te l'ai payé. C'est très fort ça. Et il lui a dit, puisque c'est à toi, je te le rends. Il s'est mis à poil sur la place d'Assise, devant tout le monde. Et Jésus lui a apparu à ce moment-là et lui a dit, plus tard, lui a dit, reconstruis mon église. Et il est allé au Portiuncule, j'ai vu le Portiuncule, qui était une petite chapelle. Et il a commencé avec des pierres c'est pour lui ça pouvait pas être une dimension orgueilleuse, c'était la pauvreté de soi. Et bien il a été justement, les dominicains un peu, qui se réclamaient aussi de l'ordre prêcheur, je veux dire, cette pauvreté-là, beaucoup l'ont combattu. Et surtout, je parlais de Jacques Fournier, qui a été un des papes, Jean XXII, si je ne me trompe pas. Mais je veux dire, Jacques Fournier, il y a le magnifique livre de Leroy Ladurie sur le village de Montaillou, parce que Jacques Fournier était l'inquisiteur, et grâce au relevé de l'Inquisition, on sait tout ce qui se passait dans le village. Ça s'appelle Montaillou, village occitan, à l'époque des Cathares, et le roi Ladurie a fait un livre là-dessus qui est merveilleux. Donc, ce goût de la puissance et l'utilisation du religieux, en définitive, quand je pense à Saint François et à Giotto, par exemple, eh bien, je pense à nous, à toi, à moi, et peut-être à cet appauvrissement de nous-mêmes qui est puissamment créateur. C'est ça qui, moi, m'attire en tous les cas. C'est la puissance de création, de la pauvreté, la vulnérabilité en soi de l'être. Et si ton fils voit que tu le regardes, que tu le vois, et que jamais tu ne t'approprieras l'être et le mystère de l'être qui est en lui, et qui tient une force qui va le réaliser, le conduire, eh bien, je veux dire, tout ira bien. Mais ça veut dire que tu as résolu, d'une certaine manière, la relation dans la loi du Père, qui était une relation pour toi oppressante et mutilante, et qui t'a toujours contesté dans l'être. Évidemment, cette condition de la relation, tu l'acceptes parce que tu aimais ton père, mais il est vrai aussi que toi, moi, on transfère sur d'autres, et sur une forme de langage différent, une blessure fondamentale dans une déception amoureuse qui fait qu'on est une déception pour quelqu'un que l'on voit comme quelqu'un de puissant. Nos parents sont des dieux. Et cette déception de soi-même, on va la conserver aussi. Elle va conduire votre vie et on va essayer de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Parce que quand on est ce quelqu'un, on est une déception pour quelqu'un qui a une voix qui porte en nous. Donc c'est cette relation à soi et cette contemplation dans l'être de ce qu'on en est dans son merveilleux qui va nous faire naître à la vie. C'est pas quelque chose d'abstrait.
Et, et je pense que Sainte Thérèse disait, juste avant de mourir, j'entre dans la vie. C'est sûrement vrai, peut-être, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la vie tout de suite, dans l'incarnation. C'est l'incarnation le vrai problème, parce que quoi qu'on en dise, être soi est très coûteux et nous met dans une situation de danger extrême, d'abord pour ceux qui nous ont fait physiquement naître. Et cette réconciliation avec soi, c'est un regard sur soi qui va être différent et sur son fils, ou que l'on va regarder comme quelqu'un qui est comme il est, une des merveilles de la création, comme il est. Tu lui dis, ne change rien. Tu as tout ce qu'il faut pour trouver des solutions aux problèmes et être vivant et incarné, tu verras, et vivre. Sartre, tu te souviens, Sartre disait, l'enfer c'est les autres, c'est un peu vrai. Mais je veux dire, il va sentir que tu le regardes, tu l'aimes parce que tu le contemples. Il n'y a rien à changer. Eh bien, ça veut dire que toi, tu te regardes de la même manière, non pas dans le prisme du regard du Père, de la loi du Père et la forclusion de l'être. Souvent, la loi du Père, c'est une forclusion de l'être, c'est-à-dire sois quelqu'un d'autre que toi. On s'en guérit pas du jour au lendemain. C'est la soumission à une structure. Oui, et devenir normatif parce que quelqu'un qui a une valeur propre, c'est quelqu'un qui a un diplôme, qui rejoint les formes de pensée. Qui sait gérer la technique. Voilà, exactement. Et il y a quelque chose, à mon avis, dans notre conversation d'hier, moi ça ne me gênait pas, vu que je me régalais avec la glace, merci Hugo, mais qui est passé, qui avait l'air de rien, et je me suis dit, c'est pas rien quand tu as parlé de ton fils, à naître, mais déjà... Tout le monde croit que ma copine est enceinte alors que c'est même pas... Et tu as parlé immédiatement de la reconduction d'un principe moteur de protection de ton être qui t'a fait tant de mal, et sans le vouloir, parce que tu peux douter que ton père t'aimait et que toi tu aimeras ton fils, sans le vouloir, tu vas œuvrer pour la forclusion de l'être dans cette fragilité dont nous parlions, et pour que son visage soit fort, sa façon de se comporter soit fort. Et c'est toujours tous les principes d'éducation, que tu sois mort dans l'être, que tu sois forclos dans l'être, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu te conformes à ce qui va te protéger. On parle de soi, c'est-à-dire de cette blessure, on en parle souvent, de l'enfant qui pleure en soi. Et c'est cet enfant qu'il faut qu'on regarde autrement. Et je crois que tu peux dire que tu t'es trompé, que je me suis trompé. Cet enfant qui pleure est sûrement beaucoup plus puissant que celui comme toi ou comme moi qui essaye de ressembler à ce qu'on, comme objet, à ce que demande cette imprégnation oedipienne, et de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Ça vous fragilise énormément. On pense à l'envers. Ce qui nous donne de la force, de la puissance, c'est justement l'abandon de la puissance dans la fragilité d'être. C'est ça qui est la vraie force. Le reste, ça nous met dans l'incapacité de vraiment se protéger face à la violence des hommes, etc. Donc on va jouer le jeu. Le jeu qui nous soulage aussi, d'exister dans une communauté de pensée avec d'autres, le jeu de la conformité. Et puis on va pouvoir peut-être aussi quelquefois jouer le jeu de la colère en déplaçant celle que l'on a vers celui qu'on aime, vers les autres. Le transfert dont on parlait. Le transfert dont on parlait. Je prends au hasard. Tu peux prendre par exemple un groupe soi-disant de pensée, et puis régler tes comptes par une espèce de prestigieuse éloquence. Et ils en sortent KO, les gars. Ils n'ont plus de vie propre, c'est fini. Tu ne l'as pas dit à celui qui t'avait blessé, mais que tu aimes, mais tu vas le déplacer sur d'autres en lui disant « Je vais vous dire ce que c'est, la vérité des choses. » Une part symbolique de représentativité du bourreau, quoi, si on peut l'appeler ainsi. Et tu le déplaces. Oui. Et ça ne veut pas dire que le bourreau ne nous aime pas. Moi, ma mère, et c'est vrai, ça a été
une réalité qui jamais ne m'a fait naître. Elle m'a fait naître physiquement, mais c'était pas une naissance. Il a fallu des siècles pour que je naisse à moi-même dans ce regard-là. Et c'était interdit par plein de petits gestes qui ont l'air de rien. Je t'en parlais. La gominale, ces petites réflexions. C'était... Elle n'exprimait pas, je crois pas que ce soit la réalité, mais en tout cas, elle n'exprimait pas toujours des réflexions sur mon physique. Tu sais, je peux pas me voir aujourd'hui en photo, c'est qu'il y a des raisons. C'est pour ça qu'on fait un podcast audio. Oui, c'est mieux. Et tu te souviens, j'étais réticent par rapport à le fait de filmer. Je veux dire, Oui. la vie, c'est ça qui est curieux. Il m'a prouvé exactement le contraire, que je pouvais plaire énormément, mais c'était comme si ça n'existait pas. Parce que c'était pas le regard du réel qui déterminait ton être. Non. Et la condition de la relation à ma mère, même si elle était catastrophique, eh bien, c'était l'acceptation. Et c'est quand même très curieux. Alors, elle avait des petits mots, genre, avec les traits qui sont les tiens, il vaut mieux que tu prennes soin de ton visage. Tu vois, c'était agréable. Quand t'as 7 ans, 8 ans, tu prends ça en plein de trucs. Ouais, je connais. Et ce qui était extraordinaire, après, et je veux dire, j'ai pas eu à me plaindre du succès auprès des femmes, ça aurait dû périmer complètement ça. Et pas du tout. Ce qui m'intéressait, ce que je désirais, c'était elle, lui plaire regard, à elle, son regard à elle. Et c'est quand même inouï, elle est morte dans mes bras. Et c'était sa dernière parole, c'était ça. Tu es beau, mon fils. C'est magnifique. C'est magnifique qu'elle se soit souvenue du mal qu'elle m'avait fait. Et elle devait avoir conscience que ça la dérangeait comme garçon, du fait de sa propre histoire, de l'aspect terrorisant qu'avait sa mère par rapport à son père. Il était inexistant. Elle a gardé une colère, à mon avis, sur l'aspect insignifiant de son père. Alors c'est la disparition de la loi, il allait pécher, j'ai connu un peu, mais il n'était rien par rapport à ma grand-mère qui avait une haine terrible pour l'homme avec qui elle vivait. Elle avait une personnalité totalitaire, ma grand-mère. Pas avec moi, bon, elle était trop vieille et moi trop jeune, mais avec son mari, il a disparu, lui. Il allait à la pêche, il disait rien, il était absent totalement. Et je pense que là, la colère de ma mère à l'égard de l'homme, c'était l'absence de l'homme face au danger de sa mère. Et du rapport au féminin, là aussi on revient à la fragilité qu'il y a à être une femme, etc. Et un homme aussi, mais dans d'autres circonstances. Et l'homme qu'elle a choisi pour mari, il était absent ou présent ? Alors c'est très curieux, parce qu'elle a choisi quelqu'un de plutôt absent, mais qui était très présent dans le fait qu'il assumait. Tu vois, il avait sauvé la vie de Privat pendant c'était la guerre, hein, dans les camps en Tchécoslovaquie. C'était pas quelqu'un d'absent au niveau de... Il avait une personnalité. Il l'était pas au niveau... Il me l'a dit un jour, il m'a dit, à notre époque, on parlait pas. Il a senti que il était absent au niveau du langage, on n'échangeait jamais. Tu vois, il n'y avait pas de... C'est pour ça que je t'ai parlé hier de l'échange. Normalement, échanger avec son père, faire des activités avec son père, c'est quelque chose de très, très, très essentiel. Il n'avait pas ça, il avait à cette époque-là, mais en situation de danger, etc., il était courageux, présent, il avait une personnalité quand même, tu vois. C'était pas là... Alors que mon grand-père, c'était quelqu'un qui avait disparu totalement, mais elle l'a choisi pour ça, hein, pour développer, ma grand-mère, sa puissance, par rapport au masculin, je veux dire, puissance du féminin. Alors bon, quand on sait comment, à l'époque, certaines femmes étaient en situation d'esclavage, je dirais, social et relationnel, on comprend qu'elles aient une revendication, ça leur est un peu offert, une revendication sur comment exister contre l'homme, et pas avec, donc elle s'est pris quelqu'un de particulièrement insignifiant, et elle a marché dessus copieusement. Mais tu vois, tout ça n'est pas dit. Cette colère de ma mère par rapport à son histoire, moi j'étais pas au courant, je l'ai eu su par d'autres moyens. Mais elle était fondamentale. J'étais plus que...
Elle m'a donné naissance, et mes sœurs, elles ont eu de gros problèmes. D'ailleurs, ma sœur me dit, j'ai toujours pensé que j'étais dans un cercueil quand je faisais des cauchemars. Et elle dit, mais pour notre mère, être mère était un interdit absolu, puisque ça a réveillé eh bien, sa dimension féminine dans la création et la vulnérabilité. Et ça la mettait en danger par rapport à cette espèce de terreur primaire, hein, ma mère qui était sa propre mère. Tout ça, c'est des enjeux que tu sais pas quand t'es enfant, mais qui vont être prégnants et qui vont, par imprégnation, déterminer quasiment toute ta vie et tes choix affectifs. Donc c'était pas notre petite conversation qui avait l'air de rien dans ton rapport à ton fils. On a l'impression que t'attends qu'il naisse rien que pour jouer ce jeu-là de disparition de toi et de lui dans cette fragilité-là. Et tu vois, l'enjeu de l'être et de réveiller en soi ce qui est la forclusion de l'être que je crois exister dans les idéos, dans les idées. Les Grecs avaient ça, mais ils étaient très forts dans le fait d'établir une dialectique de la forclusion, on dirait Lacan. Et je crois que cette forclusion, elle est dans le langage, la normalité, dans les obligations légales, une compréhension. Dans les études universitaires, par exemple, tu étudies, tu t'ouvres la porte à la puissance, donc par la conformité. Mais le niveau des études universitaires est hallucinant aujourd'hui, plus que hier. Hier, ça se voyait pas. Aujourd'hui, ça se voit à quel point c'est très pauvre. Oui, c'est beaucoup moins une notion de savoir que d'idéologie. Oui, oui. Et puis, je pense que tu nais dans cette conformité, et c'est pas à la mesure de tes capacités à disparaître dans cette conformité qui te donne accès au pouvoir. Oui. Si t'as pas ça, tu vas avoir des difficultés. Tu prouves pas forcément ton intelligence en ayant un diplôme, tu prouves en tout cas ta capacité de soumission à la norme. Oui, mais alors j'en ai rencontré beaucoup. Je ne donnerai pas de nom. Et des gens qu'on croit intelligents. Ah, il est intelligent, il a fait des études, il est allé à Sciences Po, à l'ENA, les filières, il a un doctorat de philosophie, de ceci. Tout ça, c'est faux, c'est le contraire. C'est-à-dire cette blessure dans l'être abétit énormément la capacité de compréhension et d'intelligence affectée à la vie qu'on a à vivre, à essayer de la comprendre. Et la source de l'intelligence est dans la fragilité. Le reste, c'est un monde imaginaire. Ce que disait d'ailleurs Jung, qui est beau, tu connais la phrase de Jung, on ne voit pas la réalité comme elle est, on la voit comme nous sommes. Et c'est magnifique, parce que comme nous sommes, c'est l'imaginaire, c'est pas le réel. C'est sûr que désormais, il y a une décorrélation absolue entre le savoir et les affects. Oui. Alors que les affects sont à la fois un élément mémoriel de l'expérience de la vie qui nous donne accès à ce savoir, quel que soit notre âge et notre classe sociale dans le fond. Oui. Et donc c'est l'établissement d'une forme de hiérarchie. Tu as raison. Mais hier, qu'est-ce que tu en as fait de cette hiérarchie? Et aujourd'hui, avec ton intentionnalité, dirait Brentano, qui a réveillé l'idée qu'on était acteur. Pour cette simple considération sur ce que pourrait être ta relation à ton fils, il y a quelque chose qui a totalement réveillé un interdit. Et c'est Mignon qui s'exprime par le fait que il faut que j'atténue sa parole. Elle est insupportable. Que tu reviennes à ta fragilité, c'est comme si tu revenais à une déchéance personnelle. Alors même que tu reviens, en revenant à toi-même, c'est sûr que tu reviens à ta fragilité, mais tu reviens au merveilleux qu'il y a dans l'être en toi. Et le danger, c'est ça, c'est revenir à l'amour, c'est-à-dire à cette... Alors je te rassure, j'étais pas si éloigné de mon incapacité à ne pas avoir été capable d'aimer.
Mais j'ai aimé, j'ai été aimé, mais j'étais incapable de le vivre. L'intrus, c'est l'amour. Parce que, je veux dire, la recherche et la puissance, parce qu'on a besoin de se protéger, à cause de l'expérience à la loi du père dans l'imprégnation. On est des animaux aussi, on n'est pas que des animaux, mais on est des animaux. Et la loi du père était là pour se donner une valeur propre de notre père, c'est-à-dire dans le pouvoir qu'il avait sur nos enfants. Les enfants, c'est idéal, un enfant, pour se valoriser dans le peu de valeur qu'on s'accorde. Mais je suis prêt à parier que la loi du Père, c'est la loi et l'expression d'une volonté de puissance qui est recherchée dans sa relation, d'où la volonté de l'objet, d'où l'objet, et la notion de pornographie, qui est la cristallisation dans l'idée, le principe, les idéologies, et où, tu connais mon point de vue, sur la cristallisation et la réduction de l'être dans tout ce qu'il dit dans le rapport amoureux, et cette espèce de corruption de l'être dans la seule fonction génitale. Voilà, c'est l'idée, c'est que ça vous aide à vous protéger de l'être qui est en soi. Mais la vraie naissance, elle est dans l'être, elle n'est pas dans la fonction. Ça, c'est l'histoire d'une disparition. Mais dans l'épisode précédent, on avait quand même souligné l'importance de la notion de la loi du père en opposition à la fusion de la mère, pour quand même qu'il existe un équilibre au sein de la psyché de l'enfant. Oui. C'est plutôt la loi, comment faire, malgré soi, comment dire, être une représentativité de la loi du père, sans prendre au sérieux ce rôle avec l'idée de structuration derrière. C'est pas évident. Non. Comment toi tu l'as vécu, ta paternité? Alors, moi, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique parce que un jour, je me souviens, j'avais 7-8 ans, j'étais rentré à la maison et mon père était en train de fumer la pipe. J'ai pris sa pipe, comme ça, avec violence, et je l'ai balancée par la fenêtre. Il m'a regardé, il m'a dit « Pourquoi ?» Mais parce que le mari de sa femme, c'est moi, c'est pas lui. Voilà pourquoi. Bon, il n'était pas en état, à mon avis, de le conceptualiser, mais ce que tu dis, j'ai essayé de réfléchir là-dessus, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui nous permet de nous libérer de la puissance des autres en nous, ou de l'autre. Et je pense que, je veux dire, se méfier du relationnel, qui est toujours une volonté que l'on porte en soi de recomposer les conditions oedipiennes, alors que quelque chose qui nous protège de cette relation dans la composition qu'elle est de cette histoire de mutilation dans l'être, qui est la condition oedipienne, ce qui nous protège, c'est le créatif. Quand on ne parle que de soi, dans ce mouvement merveilleux de l'être en soi, ou le sport, mais quelque chose qui n'implique que soi, il y a une liberté et un dialogue entre soi et soi. Et ce dialogue où on commence à naître à ses propres yeux et de pouvoir le mettre en mouvement dans le corps et l'incarnation, il me semble que c'est ce qui va périmer les conditions oedipiennes de la disparition de soi par la mutilation de l'être en soi. Voilà ce que je crois aujourd'hui. Et comme par hasard, cette propriété de ma mère qui réglait ses comptes avec le monde de la loi du père et d'autres, eh bien, elle a fait que j'étais, moi, impossible de naître à moi-même à travers peut-être les dons que je pouvais porter en moi. Tu me l'as souligné un jour, tu avais bien raison, j'étais dans l'impossibilité. Être moi, et je le dis bien, c'est un interdit. C'est-à-dire, si j'ai un don personnel pour un mode d'expression, un art, la musique, la peinture, etc., ça devient un danger. Voilà. Et j'ai passé ma vie, tu voulais parler de mes voyages, mais c'était une errance très, très lointaine. Et il s'est passé plein de choses dans cette errance qui m'ont permis quand même
de, de me comprendre mieux, mais j'ai été énormément bloqué par cette vie qui, en moi, toujours me pressait dans l'urgence de naître. Et on a beau faire, on ne disparaît pas aussi facilement que ça. Et bon, les événements, les rencontres, plein de choses ont fait que je me suis débloqué de cet avortement de moi-même qui m'avait empêché d'être. Eh bien, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Oui. Et de pouvoir dire, j'étais pas là moi non plus, j'étais comme tout le monde. J'étais dans l'interdit d'être et enfermé dans cette puissance du père et de la mère et de la loi du père et de la fusion maternelle. J'étais complètement enfermé. Il y a une chose que je pouvais pas être, c'est moi. Moi, c'était un interdit. Et c'était un véritable désert. Et tu parles de mes voyages. Mais mes voyages, c'était dans le désert. Dans le désert. Et puisque tu voulais en parler, je vais en dire juste un mot. Le moment le plus désespérant, j'avais lu le dernier repas des évangiles. Et j'étais dans un coin de dune, puisque c'est désertique. Et je crois avoir touché le désespoir le plus absolu. Et au moment de ce désespoir, qui a duré, je sais pas, une demi-heure, une heure, j'ai entendu une voix, et j'ai couru comme un fou. J'ai couru à travers, passer les dunes, justement, et je suis arrivé, puisque j'étais à côté de l'Euphrate, j'en parle dans le texte, le prologue, je suis arrivé là, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas vu une révélation, non, des enfants qui criaient, qui chahutaient. C'était la vie, quoi. J'ai trouvé ça, et ça m'a réparé de tout mon désespoir. Je me suis dit, mais il y a la vie, et dans cette espèce de cris, de chahuts de ces enfants en dessous du pont, enjambant l'Euphrate, je me suis dit, mais la vie est une merveille, pour peu qu'elle puisse agir sur nous et nous faire grandir dans cette réconciliation avec l'être qu'elle nous promet. C'est une promesse magnifique. Et ça a suffi pour me réparer d'un coup. Et de cette détresse est née une joie offerte par la nature des choses. Il n'y avait rien d'extraordinaire que des cris d'enfants. Et le fameux Sive Natura de Spinoza s'exprimait. La nature porte la vie, et quand elle n'est pas empêchée, elle est créatrice de tout un cheminement vers soi. Donc il y a eu des événements comme ça qui m'ont réparé de ma détresse. Et bon, et des rencontres évidemment sur le serviteur souffrant, j'en parle assez. Et puis tu peux nous parler de cette rencontre avec un certain ermite? Alors ça, oui, c'est étonnant ce que tu dis, parce que ça rejoint complètement, il a dit en peu de mots. J'étais jardinier dans un monastère quand j'habitais à Jérusalem, de femmes qui étaient entre Jérusalem et Bethléem. Et il y avait une communauté de femmes, et la mère abbesse que j'avais rencontrée m'a dit, je cherche un jardinier. Donc, j'ai fait un travail de jardinage qui n'était pas bon pour ma retraite, puisqu'elle était... C'est pas comptabilisé. Non. Et elle m'a dit, vous devriez voir le père, mais je me souviens plus de son nom. Hein. Et elle me dit, mais je dis, il est où? Il est dans le désert de Judée, qui n'était pas loin, c'était à côté. Vous allez, mais c'est où? C'est tout droit. Oui. Alors, j'y vais. Et je tombe sur lui, effectivement, dans sa grotte. Il était là. Alors, il m'a dit de venir. Je me suis assis à côté de lui. Et on a passé bien 2 heures dans un silence total. Je me souviens, j'avais mal aux fesses. C'était sur de la pierre. Et alors, au bout de 2 heures, il s'est levé. Je me suis levé parce que j'ai senti que c'était la fin. Je ne peux pas dire l'entretien puisqu'on n'a rien dit.
Et là, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe toujours, qui me conduit toujours, c'est le fait qu'il m'a enlacé, comme ça, avec ses mains, avec une tendresse, mais incroyable. Et là, tu sais, il m'a regardé, il m'a dit, il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Aujourd'hui, je le regrette d'avoir ouvert les portes et... Non, je blague. Il m'a dit, il faut ouvrir les portes. Et j'étais tellement enfermé dans ce rapport à la loi du père. Et tu en parlais de l'Oedipe, dans le fond, sur l'Oedipienne. Je n'existais que comme objet. Je ne le savais pas à cette époque-là. Mais quand il m'a dit ça, c'est quelque chose de très humain, mais de très beau aussi, de très profond. Il m'a dit, dans le fond, j'ai tout fermé, et je me retrouve dans une prison. Et la prison, c'est mon corps. Et ça a été quelque chose qui, tout le temps, m'a suivi. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait la vie de tout le monde. Mais ça a été, cette rencontre avec cet ermite, quelque chose de très simple, hein, très simple, extrêmement tendre, je te le disais. Mais en même temps, ça m'a appris quelque chose sur moi qui a mûri avec le temps, etc. Et qui maintenant, tout ça, il y a une cohérence de mon histoire dans cet accompagnement-là. Et je pense que si je suis arrivé à être, un acteur de ma propre liberté, si je vois un peu ce qui est en moi comme en l'autre quelque chose du merveilleux de la vie, c'est parce que je suis passé par des épreuves catastrophiques et une condition d'esclave où je n'existais que dans l'objet. Donc, si je peux être plus clairvoyant aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est que je suis passé par cette errance-là, par cette détresse-là, et que je crois avoir été conduit à travers ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau, avec toutes ces rencontres qui existent en moi. Et voilà, c'était ça mon voyage. Alors après, bon, je suis arrivé aussi à une expérience, parce que je suis remonté vers Mossoul dans ce voyage, et je suis pas passé par la frontière, tu m'étonnes. Je suis passé par la montagne. Ils m'ont tiré dessus quand même. Hein. Mais bon, ils étaient loin pour m'avoir. Quand même. Et alors, je me souviendrai toujours, j'arrive, je ne savais pas où j'arrivais d'ailleurs, ça s'est avéré être le passage de l'Iran à l'Iran. De l'Irak, pardon, excuse-moi, à l'Iran. Et je suis passé par cette montagne et tout d'un coup, il commençait à faire nuit. Je me trouvais dans un endroit comme il fait nuit, je voyais rien, où je m'enlisais dans une espèce de marais cave, où je me dis, ah la vache. J'essaye d'aller en arrière, je m'enlise aussi sur les côtés. Et je veux dire, en plus je vois des lumières au loin qui se rapprochent. Je me suis dit, c'est la fin, là. C'est la fin. Et je vois des visages, quand ils se sont rapprochés, mais patibulaires, mais presque, comme dirait Coluche. Et je veux dire, je me suis dit, donc j'ai pas dormi de la nuit, tellement j'étais craintif à côté de ces visages qui avaient l'air durs. C'était des gens du coin, donc frontaliers. Et puis le soleil s'est levé. Et j'ai vu de braves paysans avec des visages très bienveillants. Eux aussi sont quand même radoucis quand ils ont vu que j'étais pas assez inoffensif. Voilà. Et c'était un paysage. Hugo, t'aurais vu, c'était mordoré, les blés, tout était beau aussi. Tu vois, encore une expérience où tu as l'impression de l'enfer et te dis, tiens, la mort dévaste tout. Eh bien non seulement la mort dévaste rien, mais c'est pas la mort, c'est une façon de naître. Et je veux dire, c'était beau le paysage. Bon, ils ont quand même prévenu la police et je me suis payé. C'était assez drôle quand même, 10 jours de prison. C'est pas énorme, 10 jours. Hein. Le juge était sympa quand même. Et alors, je crois que ce qui m'a sauvé, c'est que le maire du village, et je parlais pas l'iranien, hein, il m'a dit...
Le juge demande, parce que j'avais une clope au bec, si devant un juge français, il vous est arrivé d'avoir une cigarette au bec. J'ai dit, bah dites au juge que je ne sais pas, je n'ai jamais eu le bonheur de croiser un juge. Et ça, je crois que ça l'a fait sourire. Bon, il m'a mis 10 jours, mais il y avait des gens cette course, une petite cour, à Rezaïe, Négaïe, et ça s'appelait ce bled, ce petit village. Il y avait des gens qui étaient là depuis 3 ans parce qu'ils s'étaient battus dans la rue, un truc. Ouais, ouais. C'était C'était à assez l'époque du radical. chat sévère. Et c'est là qu'ils m'ont expulsé en Turquie. Donc après, c'était Après, ça a été Midnight Express. non, justement, j'aurais pas aimé parce que c'était un beau film, hein, Oui. Midnight Express, mais c'était autre chose. J'y ai pensé, hein, quand même. Ça y est, c'est parti. Mais là, non, c'était peut-être parce que c'était la frontière de la Turquie aussi, que c'était un petit village, Rezaïe, Nagadé. Je me souviens des villages, c'est bizarre, des deux villages, de leur nom. Et après, je suis allé dans le lac de Van, qui est en Éthiopie, l'ancienne Éthiopie, évidemment, qui était complètement turque à l'époque. Et puis j'ai traversé tout le Taurus et je suis allé vers Istanbul, en bon mendiant. Là aussi, j'ai fait quelques rencontres. Il y a eu des choses extraordinaires quand même, hein. La réalité est celle d'une fuite, d'un désespoir quand même, d'une errance et d'un désert qui était en moi. Aujourd'hui, je crois l'analyser à travers ce que je te dis sur l'enfant qui pleure en moi et le fait que doit se libérer de cette loi du père et cette fusion maternelle qui nous a enterrés dans la problématique qui n'est pas la nôtre. On a été sollicité et on a accepté de l'être dans une maladie qui est celle de l'autre et dans cette espèce de recherche et d'exemples qui nous ont donné de trouver dans la puissance une réponse à sa situation de détresse. La structure de l'autre t'a forcé à fuir l'enfant qui pleurait en toi Oui. et t'as retrouvé dans le désert Oui. des cris et des Ouais. chants d'enfants Ouais. finalement, qui t'ont ramené à C'est toi. beau, c'est beau, Oui. c'est vrai, c'est beau. Et on peut retrouver un témoignage de cette expérience sous la forme philosophique et poétique dans le prologue Oui, du oui, Temple des Sources. de ton livre. Oui, de notre livre. Parce qu'il s'agit, enfin c'est surtout le tien, Oui. je voudrais pas dire, mais ce qu'il s'agit de... C'est étonnant ce livre, rien n'était, comment dire, conçu au départ, mais tu parles de l'évasion, de s'évader Mhm. de quelque chose. C'était mon cas. Et de l'utilisation, je dirais, de trucs artificiels pour faire une expérience qui est peut-être juste, qui était la tienne. Et dans le fond, dans le prologue que tu m'as demandé d'écrire pour ton livre, c'est la même chose, hein. Sauf évidemment qu'il y a quelque chose que je n'élude pas dans, dans mon expérience, ma solitude. Alors que si tu prends des substances un peu euphorisantes, je dirais, tu fais pas face à ta souffrance. Mhm. Tu essayes ce qui est normal, hein, puisque je l'ai fait aussi. Tu essayes, et ce qui était terrible dans l'expérience du désert dont je te parlais, et il est vrai que dans ce fleuve de l'Euphrate, il s'est passé plein de choses, mais ce qui est vrai, c'est que je n'avais pas les moyens de fuir. Tu m'aurais proposé quelque chose pour m'évader ailleurs, Mhm. et c'est la raison d'être des drogues, de la boisson. Regarde la boisson, qu'est-ce que c'est sinon gagner une puissance qui ne met en valeur que la, comment dire, le fait qu'on est démuni en soi face à la violence des choses, de l'être et surtout de la détestation de soi-même. C'est ça un peu l'alcool. On gagne du courage en se quittant. Oui, Parce que oui, on se considère trop faible pour pouvoir y arriver je le crois, sans je le crois, je le crois. Et tous ceux qui boivent beaucoup trop, bien sûr, disent qu'ils gagnent une forme de puissance Mhm. dans le fait de se quitter. Et la puissance, c'est quand même la disparition de soi dans plein d'autres formes. C'est une vérité générale. Mais voilà, À chacun son voyage, à chacun sa fuite. oui, Bon, oui, c'est ça, c'est ça. bon bah je pense que on aura fait le. Est-ce que tu as le tour de ton lapsus? Parce que le sujet, c'est ça. Oui, C'est vouloir atténuer dans mon propos
Je veux dire, ce que je t'ai dit hier, je suppose, peut-être pas, hein, mais c'est incroyable. D'ailleurs, je vois ma voix, là, qui... Fonctionne. Elle a l'air de fonctionner pas si mal que ça. Oui. Et c'est intéressant. Mais je vais m'empresser de supprimer cette émission, ce sera un acte manqué, conscientisé. Non, mais c'est toujours aussi intéressant. Oh, d'échanger, oui, d'échanger. Oui. Parce que je trouve que je me reconnais beaucoup dans dans ton combat, je dirais. Et que tu le sais, il y a quelque chose du ressenti. Et sur la forme qu'il prend, aujourd'hui, je veux dire, ma détresse n'était que la détresse de tout le monde. Genre, la souffrance humaine, c'est quelque chose d'incroyable. La forme qu'elle emprunte, c'est finalement l'expression libre de chacun. Oui. Mais c'est bien On possède tous un fond commun. Mais je pense que une certaine forme de connaissance de ce que l'on est et de ce que l'on vit, ça aide peut-être à faire des choix plus heureux que... J'aurais mis beaucoup de temps, hein, parce que tu me le disais hier, je te disais, je suis vraiment pas un exemple, tellement la fragilité de l'amour, j'ai eu la chance d'aimer, d'être aimé, mais j'étais incapable de le vivre, j'étais armé jusqu'aux dents. Eh ben c'est bien de désarmer, c'est chouette. Moi c'est tardif, mais toi c'est pas tardif. Tu peux peut-être laisser vivre en toi cette fragilité qui est le nom que tu portes et la vie en toi qui va s'épanouir. C'est ce que disait Spinoza, que l'être était destiné à s'épanouir, et ce qu'on appelle le bonheur peut-être. Voilà. C'est le gain suprême, c'est le bonheur. Et de se sentir libre, de s'estimer et estimer le merveilleux que l'on porte en soi. C'est ce qu'on peut tous se souhaiter. Oui. Eh ben, on espère que ça aura inspiré certaines personnes. C'était sincère, en tous les cas. Hein. Oui, c'est sûr. C'était spontané, je dirais. Oui, ça s'est pas passé d'une manière organisée. Hein. Oui. Mais j'essaie toujours d'avoir une légère structure, mais je ne considère pas que cette structure soit une fin en soi. C'était extraordinaire, quand même. Oui. Ça m'a épaté, parce que tu comprenais pas, mais moi non plus. Oui. Et puis, c'est toi qui as fait Alors, quand tu disais « je suis fou », là, rien du tout. Hein. Je dirais le contraire. T'es vraiment intelligent. T'es pas fou du tout. Mais c'était quelque chose que tu disais. Oui. Voilà, et ça a inspiré... la nature de cet épisode. Voilà. Bon, écoutez, nous, on se retrouve probablement la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions et pourquoi pas des thématiques. Si vous voulez qu'on en aborde aussi, ça nous inspirera parce qu'on se laisse un peu porter au fil du vent et pourquoi pas, hein, c'est pas non plus dérangeant. Voilà, donc on vous salue, on vous remercie pour votre écoute et à la semaine prochaine. Salut Pierre. Salut Hugo. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord ? Bon,